Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, j'espère que vous allez bien. Alors attention, installez-vous confortablement parce qu'on va faire un petit voyage dans l'espace et le temps. Et ce soir, ça sera en compagnie de Romain Priou pour un sujet que vous allez adorer, civilisation ancienne et peuple des étoiles. C'est tout de suite sur Nurea TV. Bonsoir Romain, comment vas-tu? Bonsoir Nora, hello à tous. Trop content d'être chez toi, chez vous à nouveau. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'on t'avait pas vu sur Nurea TV. On a partagé de nombreuses fois les replays de tes premières conférences et d'ailleurs j'invite tout le monde à y retourner. C'est en accès libre sur la chaîne YouTube de Nurea TV. Et ce soir, tu voulais nous faire un complément sur ces continents disparus. Donc j'espère que tu es prêt. Je suis prêt, Nora, ultra prêt. D'ailleurs, ça a été la raison pour laquelle tu as mis du temps avant de revenir sur Nurea TV parce que tout ça se fait pas tout seul. C'est de nombreuses heures de travail, de recherche et tu nous as centralisé toutes ces informations pour l'émission de ce soir. Alors attention Romain, je te mets en plein écran et c'est parti. Ok, merci Nora. Alors à nouveau, hello à tous. Ravi de vous retrouver pour cette émission donc intitulée Civilisation ancienne et peuple des étoiles, dont c'est la première partie. Alors, pourquoi un tel titre, Parce que de mon point de vue, en lien avec ce à nouveau magnifique dessin de Mokhtar et notamment le personnage central au crâne allongé, je pense que les civilisations humaines de Mu et de la Lémurie, mais aussi de l'Atlantide, ont été aidées par des êtres venus de l'espace à un moment donné ou à un autre de leur histoire. Rappelez-vous, c'est ce que dit en substance le chef Hopi Ours Blanc qui a précisé qu'il y a 80 000 ans, lors de la disparition du continent Mu, ses lointains ancêtres ont été aidés par ce qu'il appelle des Kashinas, à savoir des aliens venus des Pléiades pour les aider dans leur développement, et qui les ont donc aidés à se réfugier en Amérique du Sud pour construire une nouvelle civilisation. Un témoignage qui recoupe étrangement des passages du récit d'Anton Parks dans ses chroniques du Guercou, et dont j'aurai l'occasion de reparler plus loin. Des êtres qui auraient pu laisser des traces de leur passage et de leur technologie dans la roche ou dans des hybridations et dont on a peut-être retrouvé des traces dans les momies de Nazca ou les crânes allongés de Paracas. Oui, ce soir, je vais parler d'une possible intervention alien au cours de l'histoire humaine. En même temps, c'est l'émission Tête dans les étoiles, alors autant s'en donner à cœur joie, non? Et quand je dis intervention, je ne dis pas forcément que des êtres venus de l'espace ont forcément soulevé et déplacé ces blocs de pierre gigantesques, que ce soit ici au Pérou ou là au Japon. Non, la mise en place de ces blocs est sans doute le fruit du labeur d'humains ou d'hybrides humains, mais qui ont peut-être été aidés à un moment ou à un autre de leur histoire par des êtres plus avancés technologiquement. Je m'avance peut-être, et ce sera à vous de me dire si ma tête est trop dans les étoiles ce soir, mais à trop voir d'éléments étranges comme les fameux Vimana en Inde, ces étonnants engins aériens à bord desquels les textes sacrés nous disent que de réels êtres de l'espace en provenance d'une planète voisine venaient régulièrement visiter les anciens peuples de l'Inde, sans parler des lignes de Nazca au Pérou qu'on ne peut apercevoir entièrement que du ciel et dont la fonction réelle pose encore des questions. Si on poursuit en Amérique du Nord, qui sont réellement les Kashinas, ces esprits qui seraient venus des Pléiades, d'après le chef Hopi Ours Blanc, relaté dans le récit de Joseph Blomrich, Cascara et les Sept Mondes, écrit en 1979. Est-ce que ces Kashinas ne sont que des esprits, à l'instar de ce que les aborigènes ont pu peindre sur cette paroi rocheuse, ou s'agit-il d'autre chose ? Autre chose qui n'a peut-être pas tant que ça à voir avec des esprits finalement, lorsqu'on regarde d'un peu plus près ces pochoirs de mains de 5 et 3 doigts. Pour réaliser cette émission, je ne peux pas vous cacher que les indices sont minces et qu'il n'y a bien évidemment aucune preuve directe du passage d'aliens sur Terre. Dommage. Ou en tout cas une preuve qui soit rendue publique. Et encore moins de preuves concernant des interactions technologiques ou biologiques de quelque nature que ce soit.
De la même manière que ce que j'ai pu vous raconter sur l'Atlantide, Mu ou la Lémurie, mon objectif est de vous présenter un certain nombre d'éléments qui concourent à se dire que la théorie des anciens astronautes n'est peut-être pas tant que ça une théorie farfelue. Et vous allez aussi revoir des diapos que j'ai pu vous présenter à la fois la dernière fois et lors de d'autres émissions, donc ne soyez pas surpris. Je vais donc tout de suite attaquer dans le dur en repartant des chroniques du Guercou d'Anton Parks et de la façon dont son récit recoupe celui d'Ours Blanc. Anton nous dit que tout aurait commencé il y a environ 300 000 ans dans la constellation des Pléiades, qu'il appelle également Mulmul en son appellation sumérienne. Le nom Pléiade ainsi que le nom des étoiles qui la composent proviennent de la mythologie grecque. Atlas, marié à Pléione, était le père de 7 filles dont vous pouvez lire les noms en jaune à l'écran. Et ce sont en particulier ces 7 points jaunes qui revêtent une grande importance pour les humains depuis très longtemps. On les retrouve par exemple sur le disque de Nebra, daté d'il y a 3600 ans, sur ce groupe de 7 points ici. Pour plus d'informations sur ce disque très particulier, je renvoie à l'émission passionnante d'Howard Crowhurst sur Nurea TV sur ce sujet, qui vous révélera par exemple que la circonférence de ce disque mesure exactement 1 mètre. Et oui, 1 mètre tout pile. Autre culture à représenter régulièrement les Pléiades, les Sumériens, avec ici 2 exemples de cylindres en métal sur lesquels on peut identifier le groupe de 7 étoiles qui représente donc les Pléiades. Est-ce que les Sumériens ont cherché à montrer d'où venait leur dieu à travers ce groupe de 7 étoiles symbolisant les Pléiades? Et si je reste chez les Sumériens, on peut remarquer qu'ils représentaient souvent ces dieux ou ces rois, dieux beaucoup plus grands que les humains, comme vous pouvez le voir sur les 2 images à droite, et notamment celui qui est sans doute Gilgamesh en haut à droite et qui aurait vécu 126 ans. Ces divinités sont parfois représentées avec des physionomies plutôt étonnantes, laissant même à penser, en voyant ces figurines qui ont plus de 6000 ans, qu'on pourrait avoir affaire à des dieux reptiliens. Y aurait-il un lien entre ces dieux reptiliens et les Pléiades? C'est en tout cas l'hypothèse d'Anton Parks, une hypothèse corroborée par des peuples comme les Hopis, à savoir que des aliens seraient venus des Pléiades. Et plus précisément d'un système de 12 planètes qui graviteraient autour de l'étoile Maya, dans notre galaxie, la Voie lactée. Quelle merveille, n'est-ce pas? Et nous, on est là. À quelques 26 000 et quelques années-lumière du centre de la galaxie. Cela peut être pas l'air comme ça, mais une année-lumière, c'est une très longue distance. C'est la distance que parcourt la lumière en une année, soit près de 9500 milliards de kilomètres. Très compliqué à imaginer pour nos cerveaux, j'en conviens. Donc maintenant, pour connaître la distance qui sépare le système solaire des Pléiades, on va faire un petit zoom sur cette partie de la galaxie, comme ça. Et voilà, on a donc notre système solaire au bout de la flèche noire, et les Pléiades sur le point jaune qui se trouvent à 444 années-lumière. Alors ça peut paraître peu, dit comme ça, mais rappelez-vous qu'une année-lumière égale environ la vitesse de la lumière fois 365 jours, soit environ 9500 milliards de kilomètres. Et comme la vitesse de nos vaisseaux spatiaux actuels est d'environ 20 km par seconde, il nous faudrait donc des dizaines de milliers d'années pour rejoindre les Pléiades avec notre technologie actuelle. Alors comment auraient fait les dieux reptiliens ou les Kashyyynas? On va encore zoomer pour mieux nous positionner dans l'espace entre les Pléiades et le système solaire. Alors pour info sur ce visuel, qui n'est bien évidemment pas à l'échelle, le système solaire est représenté symboliquement en bas à gauche, il n'y a donc pas toutes les planètes. C'est juste pour se donner un point de repère par rapport aux Pléiades. Donc si je reprends l'histoire des chroniques du Guercou, pour parcourir 444 années-lumière, les aliens en question auraient utilisé un trou de verre qui leur aurait permis théoriquement de parcourir des distances phénoménales en très peu de temps. La théorie est la suivante. Pour aller des Pléiades à la Terre, et réciproquement, plutôt que d'y aller linéairement, l'idée serait de pouvoir plier l'espace-temps en deux, comme une feuille de papier. C'est ce que tente de montrer le schéma en haut à gauche. L'espace-temps étant replié sur lui-même, cela permet à la Terre de pratiquement toucher par exemple l'étoile Maya, et la rencontre des 2 points correspond au trou de verre. Bien évidemment, le concept de trou de verre reste un concept purement théorique pour notre science actuelle, car l'existence et la formation physique de tels objets dans l'univers n'ont pas été vérifiées.
Il s'agit donc aujourd'hui de pure science-fiction. Et quand on parle de science-fiction, on pense forcément à Hollywood qui s'est emparé de ce concept de trou de verre à de multiples reprises pour des films comme Stargate, Thor, Contact ou encore l'excellent Donnie Darko. Dans les chroniques du Guercou, Anton Parks nous raconte qu'il y a de cela donc plus de 300 000 ans, près de l'étoile Maya, dans les Pléiades, le reptilien An, qui deviendrait plus tard Atum en Égypte ou Yahvé chez les Hébreux, en clair le créateur de toutes choses, eh bien ce An créa génétiquement dans une matrice le dénommé Saham, qui deviendrait plus tard, lors de son épopée terrienne, Enki puis Osiris. Et oui, comme ces êtres ont la capacité d'être immortels, ils changèrent de nom au fil des millénaires, se faisant passer pour des rois ou des dieux, peu importe pour eux, mais c'était toujours bel et bien la même créature. Alors pour plus de facilité, je vais donner à ces êtres leur nom de dieux égyptiens et sumériens, plus familiers pour nous. Donc Enki Osiris est à peine sorti de sa matrice que son créateur, Atum Yahvé, lui demande de créer à nouveau, que lui crée Enki Osiris, génétiquement des légions de soldats qui se nommeront Nungal, ou encore les fameux Elohim de la Bible, tandis que Atum, de son côté, créera les fameux Anunnaki, bien connus des textes mésopotamiens. Les Anunnaki étant créés également génétiquement dans des matrices prévues à cet effet. Donc oui, à peine sorti de sa matrice, à peine né en fait, Enki Osiris est un être vivant dans la force de l'âge, avec tout son corps et son cerveau presque immédiatement opérationnels. C'est la force de cette technologie, ces êtres grandissent dans la matrice et quand ils en sortent, ils sont adultes et ont accès aux connaissances liées à leur patrimoine génétique. D'où le fait qu'Enki Osiris peut très rapidement se mettre au travail de création génétique. Après cette petite parenthèse, les deux généticiens en chef disposent donc chacun d'une véritable armée, des milliers d'Anunnaki et d'Anungal, et c'est également à ce moment qu'Enki Osiris créera son futur frère ennemi, toujours de manière génétique, celui qui deviendra Enlil, puis Seth, et très certainement Satan, dans l'inconscient collectif de l'humanité. Un être profondément obsédé par le besoin de détruire Enki Osiris, son créateur, un être malfaisant, pervers et calculateur, et qui le deviendra encore davantage en se rapprochant inexorablement de Atum Yahvé et de ses Anunnaki. Enlil Seth aura bien sa part de malfaisance, mais c'est bien Atum Yahvé qui est le grand orchestrateur de la guerre et du chaos à venir, à la fois dans le Pléiade, mais également dans notre système solaire et sur notre planète. Et c'est aussi à cette période qu'Osiris crée les premières souches d'humains de type amérindien, appelés Sinumuun, d'après Anton Parks, et toujours de manière génétique. Ce qui signifierait que les très très lointains ancêtres des Amérindiens n'auraient pas le même patrimoine génétique qu'Homo sapiens. On va y revenir. Et enfin, pour parfaire le tableau de cette charmante famille, je n'oublie pas nos aliens préférés, à savoir les petits gris ou encore Miminou, qui signifie littéralement les serviteurs des charges hostiles. Anton Parks précise qu'ils travaillent en groupe et réagissent comme des fourmis. Ils sont très disciplinés et totalement obéissants aux ordres de leurs créateurs et maîtres, les dieux reptiliens. Je remercie au passage Franz Lavigne, le créateur, dessinateur de tous ces êtres, qui les a donc dessinés sous le contrôle des directives d'Anton Parks liées à ses visions. Donc voilà rapidement décrit les protagonistes de cette incroyable histoire. Il en manque bien évidemment énormément, notamment aussi tous les personnages féminins. J'en ai fait un résumé plus complet dans l'émission intitulée Atlantide Intuitive que vous pourrez retrouver sur Nurea TV. Est-ce que c'est compliqué à suivre parce qu'il y a tellement de noms que ça vous râpe le cerveau? Oui, ça me faisait ça moi aussi au début. Et puis on s'habitue à force. Donc ensuite, après toutes ces créations génétiques, que se passe-t-il? Atum, qui fomentait un complot depuis très longtemps contre sa propre famille reptilienne dans l'optique d'avoir le pouvoir, toujours pareil, toujours les mêmes histoires, il déclenche une guerre avec ses Anunnaki, une guerre fratricide qui va également impliquer d'autres races aliens, qu'Anton Parks regroupe sur le terme de planificateurs ou Kadishtu, qui sont au service de la source originelle. Ils forment la communauté planificatrice de notre univers et sont donc constitués de plusieurs races galactiques différentes. Mais je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Si on revient à notre histoire de bataille spatiale entre les planificateurs et Atum Yahvé,
Ce dernier étant en train de prendre une raclée cosmique dans les Pléiades, il décide de fuir en empruntant des trous de verre à bord de ses vaisseaux en forme d'ogive ou de cigare pour se réfugier, ben voyons, dans notre système solaire dans lequel ils ont des bases depuis des millions d'années. Sauf qu'Atum et ses Anunnaki sont suivis de près par leurs adversaires, et notamment par les troupes d'Enki Osiris, qui lui se déplacent avec des vaisseaux de type soucoupe volante. Mais les batailles ont sévèrement endommagé les vaisseaux d'Enki Osiris, et ils doivent atterrir d'urgence, et la Terre sera leur point de chute. Tandis que les vaisseaux d'Atum Yahvé poursuivent leur bataille contre les planificateurs dans d'autres secteurs du système solaire. Et en arrivant sur Terre, il y a de cela environ 300 000 ans, on se dit que les quelques vaisseaux d'Enki Osiris n'ont pas dû passer inaperçus pour les hominidés déjà présents. Ces aliens fondèrent leur nouveau foyer ici, à gauche, en Turquie, sur la flèche jaune. Si je fais un petit zoom comme ça, on situe mieux là où ces aliens reptiliens venus des Pléiades auraient fondé leur nouvelle colonie appelée Karchag, ainsi que le jardin d'Éden. Je vous ai localisé sur un petit point jaune juste à gauche du Karchag le site de Göbekli Tepe, aujourd'hui considéré comme le plus ancien temple en pierre de l'histoire de l'humanité, daté d'il y a environ 12 000 ans. On se dit que si des aliens reptiliens avaient fondé une colonie sur le gros point jaune, on doit bien avoir quelques traces du passage de ces aliens dans ce secteur de la planète, non ? Pourquoi pas, par exemple, dans les villes sumériennes d'Ur et d'Eridu, où furent retrouvées ces mystérieuses statuettes datées d'au moins 6000 ans et qui ont une physionomie reptilienne, justement. Ou encore à Toprakale, en Turquie, où fut retrouvée cette étrange sculpture datée d'il y a 3000 ans, dans laquelle il est difficile de ne pas voir un pilote, privé de sa tête, aux commandes d'un astronef. Un astronef dont on pourrait imaginer qu'il soit piloté par des humanoïdes, ou plutôt des dieux sumériens, qui sont souvent représentés soit avec des ailes, soit recouverts d'écailles, soit avec une tête d'aigle, et qui portent ici dans leur main droite une pomme de pin, dont certains, dont moi, y voient une référence à la glande pinéale, ou à l'usage du troisième œil, et qui tiennent dans leur main gauche un sac pour aller faire leurs courses, par exemple, en allant au marché aux dieux. Ils transportent peut-être des graines de pain. Cet étrange sac, si tant est que ce soit un sac, bien sûr, n'est en tout cas pas là par hasard, d'autant que sur ces gravures, il est associé à la pomme de pin. Si on allait de l'autre côté de la planète, à savoir, attention au dézoom, au Mexique, ici à la Venta, à droite sur la flèche jaune, peut-être que sur cette stèle, nous pourrions voir associer tous les éléments qu'on vient de voir, à savoir le fameux sac des dieux, un pilote, voire même un astronef symbolisé par ce dragon ou serpent, en tout cas quelque chose de reptilien. Sans compter la présence de petites figurines Olmec retrouvées dans le même secteur que la stèle, des figurines dont la physionomie rappelle étrangement les figurines reptiliennes que je vous montrais tout à l'heure. Alors évidemment, quand vous lisez les datations de ces différentes figurines, qui ont 8500 ans maximum pour celle de gauche, ça semble bien peu par rapport au fait que ces reptiliens ont peut-être débarqué sur Terre il y a 300 000 ans, j'en suis bien conscient. Sauf que, d'après Anton Park, ces aliens étant pratiquement immortels grâce à un système particulier de régénération cellulaire de leur corps, et bien dans ce cas, on peut imaginer qu'ils aient vécu des dizaines et des dizaines de milliers d'années, laissant une empreinte psychologique tellement importante et indélébile dans l'inconscient humain que nos ancêtres ont poursuivi la représentation de dieux ou de divinités d'apparence reptilienne pendant des générations et des générations et des générations, quand bien même ces dieux soient partis ou aient disparu de la circulation, si tant est qu'ils aient disparu, ce qui pourrait peut-être expliquer qu'il y ait tant de représentations de divinités reptiliennes à travers toute la planète, que ce soit sous la forme de serpents ou de dragons, par exemple. Est-ce que cette hypothèse serait si farfelue et dénuée de sens ? Revenons au site que les réfugiés aliens auraient choisi pour édifier leur colonie, à savoir ici en Turquie, non loin de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran, dont j'ai mis les frontières sur la carte, la tache verte représentant le territoire kurde.
D'après ses visions, Anton Parks aurait même réussi à localiser précisément les deux sites de la colonie, à savoir le Karchag et le Jardin d'Éden, sur les hauteurs, avec les lieux de vie d'habitation, et l'Édine dans la vallée pour cultiver la terre. Sauf que, comme je le rappelle tout à l'heure, en arrivant sur Terre avec des vaisseaux spatiaux endommagés, nos reptiliens se retrouvèrent fort dépourvus lorsqu'il fallut tirer la charrue. Ben oui, ils n'ont pratiquement pas de technologie et doivent s'en remettre à leurs congénères qui, d'après Anton Parks, vivent sous terre depuis des centaines de milliers, voire de millions d'années, et qui se méfient d'abord de ces nouveaux arrivants, mais consentent néanmoins à les aider et à partager leur technologie, notamment les précieuses matrices dont ils ont besoin pour créer une nouvelle race d'esclaves humains. Ben oui, ma bonne dame, il va bien falloir que quelqu'un se coltine à cultiver la terre pour nourrir les aliens rescapés. Donc sans doute en manipulant les gènes d'Homo erectus et de Néandertal, deux espèces hominidées qui existaient déjà sur Terre à l'arrivée des reptiliens, et en y associant un peu de leurs gènes et de gènes de singes, Osiris Enki créa une première souche d'Homo sapiens. Est-ce que ça voudrait dire que nous aurions quelque chose en nous de reptiliens? Alors sans parler du cerveau dit reptilien, il se trouve que des chercheurs français et états-uniens ont découvert la présence de muscles de reptiles dans les embryons humains, merci pour Anton Parks pour l'info, mais qui ne sont observables qu'entre la 7e et la 13e semaine. C'est-à-dire qu'ils apparaissent à la 7e semaine, puis qu'ils disparaissent à la 13e chez tous les êtres humains. Des muscles que nous aurions hérités de lointains ancêtres. Un peu curieux, ne trouvez-vous pas? Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos Adams, créés génétiquement il y a de cela environ 300 000 ans. Une création génétique que nous pourrions apercevoir, peut-être, sur ce cylindre sumérien, ou encore sur celui-ci, avec à gauche le serpent qui observe la naissance de ces Adams sortant de leur matrice. Le serpent pouvant bien évidemment être une façon d'évoquer le reptilien Osiris Enki pour les Sumériens. Par rapport à cette possible création génétique de l'humain par des dieux, comment, à votre avis, les premiers rédacteurs de la Bible auraient pu trouver une image qui soit parlante pour tout le monde? Je vous le donne dans le mille, enfin pour ceux qui connaissent un peu la Bible. Il est écrit dans la Genèse que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol et l'homme devint un être vivant. Est-ce que cette glaise, qui est parfois aussi de la poussière dans d'autres versions de la Bible, ne pourrait pas être assimilée aux gènes et au processus de création génétique? Question. Sans compter l'histoire de la création d'Ève à partir d'une côte du corps d'Adam, est-ce qu'on n'aurait pas là encore la description du prélèvement de matériel génétique pour créer un autre être vivant? Autre question. Dans sa poursuite de la traduction des tablettes sumériennes, Anton Parks nous apprend que le terme Adam signifie animaux, bêtes ou troupeaux, et que paradis signifierait enclos pour animaux en grec ancien. Pour qui était-ce vraiment le paradis, à votre avis? Pour les dieux ou pour les esclaves humains? Donc pendant des dizaines de milliers d'années, sous la gouverne des dieux, les premiers Adams travaillent sans relâche pour satisfaire les volontés de leurs dieux. Jusqu'à ce que notre sympathique Enki Osiris, ne supportant plus de voir sa création souffrir ainsi, décida de transmettre le secret de la métallurgie aux humains, et en particulier aux humaines, parce qu'Enki Osiris considérait apparemment que les femmes étaient plus à même de transmettre ces connaissances au sein du groupe. Et qui dit métallurgie dit armes. On aurait donc là le combo gagnant pour revisiter le passage de la Bible dans lequel Ève, séduite par le serpent, cueille le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui aurait mis Dieu en colère. Alors que, suite à des traductions de tablettes sumériennes, Anton nous apprend que le fameux fruit de l'arbre ne serait pas un vrai fruit, mais un fruit au sens symbolique, à savoir l'arbre en tant que tel, ou plutôt une branche à partir de laquelle on fabrique l'outil. Un outil dont tout le monde sait qu'il est à double tranchant. Par exemple, avec la hache, elle servira à couper du bois, mais pourra aussi servir pour la guerre. La connaissance du fruit défendu serait donc celle de l'outil interdit, d'où certainement aussi l'idée toujours tenace que la femme serait responsable de la diffusion du mal sur Terre. Puisque bien évidemment, à partir du moment où les humains savent fabriquer des armes, ils peuvent se retourner contre leur dieu. Ce qu'ils d'ailleurs feront à plusieurs reprises, nous dit Anton, et seront exterminés par les quelques armes que détiennent encore les dieux reptiliens, à savoir des canons provenant de leurs vaisseaux endommagés.
Bien évidemment, cela a mis en colère Enlil-7 et ses congénères contre Enki-Osiris, qui avaient osé leur désobéir en apprenant la métallurgie aux humains, ce qui s'est retourné contre eux. Enlil-7, qui est le grand administrateur de la colonie des dieux reptiliens, est en conflit ouvert avec son créateur sur la manière d'administrer des humains. Sauf que, il dut bien se rendre à l'évidence que s'il continue à s'en prendre aux humains, qui sait qui va labourer les champs? Parce que les dieux finirent par comprendre qu'en tuant les humains, cela les forcerait eux à travailler. Du coup, ils acceptèrent que les humains reprennent leur vie normale, après une nouvelle création génétique, mais en réduisant leur durée de vie, et en leur infligeant divers maux comme les guerres ou les maladies. Toute situation ressemblant à notre civilisation actuelle ne serait bien évidemment que pure coïncidence, bien sûr. Les humains devinrent donc à nouveau esclaves, et les dieux reptiliens purent donc élargir leur domaine tout autour du Tigre et de l'Euphrate, que j'ai entouré en rouge sur cette carte. Ça fait jamais de mal de faire un peu de géographie, je trouve. Et pour gouverner en douce toute cette population, mais sans avoir à montrer leurs affreuses et effrayantes têtes reptiliennes, faut bien avouer, faut dire ce qui est, ils sont affreux, ils mettront en place des rois marionnettes qui leur seront intégralement soumis. Et pourquoi leur seront-ils soumis? Parce qu'après leur accouplement avec des humaines, apparemment c'était possible, d'ailleurs comme nous le rappelle encore une fois la Bible, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, voyons, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu étant très certainement les Anunnaki ou les Nungal, les êtres créés génétiquement par Atum et Enki-Osiris. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Des géants dans l'Antiquité, mais de quoi peut donc bien parler la Bible? Je ne vois pas du tout. Et est-ce que ces géants, issus du croisement entre reptiliens et humains sur plusieurs millénaires, n'auraient pas également la même longévité que les reptiliens? Eh bien, c'est ce que nous raconterait le texte sumérien écrit sur les 4 faces de ce bloc de pierre il y a environ 3800 ans, un texte appelé la liste royale sumérienne. Il s'agit d'une longue liste présentant l'histoire de la royauté en Mésopotamie depuis que celle-ci a été transmise aux hommes par les dieux, avec le nombre d'années et la localisation de chaque règne. Et pourquoi ce texte est important et surtout intriguant par rapport à ce que je vous raconte depuis le début, c'est parce que cette liste mélange des rois historiques qui ont vraiment existé, avec des rois dits légendaires qui auraient régné sur des milliers d'années. Alors que contient cette fameuse liste? Et vous allez voir qu'il y a quelques similarités avec la Genèse de la Bible encore une fois. Le texte commence comme ça. Après que la royauté descendit du ciel, on se demande bien ce que ça veut dire après tout ce que je viens de vous raconter, non? Donc après que cette royauté soit descendue du ciel, elle alla à Eridu, la cité où on a retrouvé les statuettes reptiliennes, et à Eridu, la tablette sumérienne nous dit qu'Alulim devint roi pour un règne de 8 sars. Alors, un sars valant 3600 ans, ça nous donne un règne de 28 800 ans pour le premier roi. Et c'est pas fini, car celui qui a suivi a régné pendant 36 000 ans, et ainsi de suite, jusqu'au 8e roi de cette première dynastie, qui a régné, tenez-vous bien, 277 200 ans, qui aurait régné, évidemment. Vous comprenez sans doute mieux pourquoi le début de cette liste fait autant tiquer les historiens, qui ne croient bien évidemment pas au fait qu'un seul être humain, si tant est qu'il soit complètement humain, ait pu régner aussi longtemps. L'interprétation la plus logique et la plus rationnelle pour eux est bien évidemment de nous expliquer que tout ça relève de la mythologie ou de la légende, voyons, et que ces rois ont été imaginés ou assimilés à des dieux. Mais d'ailleurs, étaient-ce vraiment des dieux? Ou des aliens? Ou des hybrides? Tout aussi étonnant, cette liste nous décrit donc ces 8 rois qui ont régné avant le déluge. Or, dans la Genèse, entre Adam et Noé, il y a également 8 générations avant le grand déluge biblique. On se demande bien d'où la Genèse tire ces informations. Je crois qu'Anton Parks a une petite idée. Après le déluge, les règnes des rois raccourcissent ensuite, reprenant la même idée que les humains vivent moins longtemps que l'on retrouve dans la Genèse. Durant les 6 dynasties qui suivent, se succéderont 63 pendant environ 23 000 ans. On peut imaginer que les 8 premiers rois auraient pu effectivement être des aliens,
qui auraient ensuite passé le flambeau à leurs rejetons hybrides, moins immortels qu'eux. C'est une hypothèse. Puis, jusqu'à la fin de la liste, les historiens retombent sur leurs pieds, enfin, un truc crédible quoi, puisque se succéderont 85 rois pendant 1564 ans, avec des périodes de règne qui correspondent souvent aux fouilles archéologiques. Le dernier roi de la liste, qui se nommerait Shin Magir, aurait régné de moins 1828 à moins 1817 avant Jésus-Christ. Donc si l'on fait le total de toute cette incroyable liste, les Sumériens ont écrit sur ce morceau de roche 145 rois, le règne de 145 rois qui se sont succédés sans discontinuer, sauf lors du déluge, pendant presque 302 000 ans, avec bien évidemment les 8 premiers qui sont des champions hors catégorie. Est-ce qu'elle n'est pas incroyable, cette liste royale? La question demeure donc de savoir si les 60 premiers rois, et surtout les 8 premiers, ont réellement existé. Hein? Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de chiffres que je vous assène, hein, mais bon, je pense que ça valait le coup. D'autant plus que lorsqu'on ramène ce chiffre de 300 000 ans à la dernière découverte archéologique concernant notre ancêtre commun à tous, les humains modernes. Des archéologues ont en effet découvert en 2017 des fossiles d'Homo sapiens qui dateraient de 300 000 ans, soit 100 000 ans plus tôt que ce qu'on pensait jusque-là concernant l'ancienneté de notre espèce. Découverte faite au Maroc. Et ouais, 300 000 ans, ça laisse à réfléchir, n'est-il pas? Bon, alors avec tout ça, on s'est légèrement éloigné de l'histoire d'Ours Blanc, hein, je vous ai dit que je ferais des digressions, hein, et de l'origine de son peuple qui serait venu des Pléiades, mais j'y viens, soyez patients. J'avais juste envie de me retaper l'histoire de la Genèse de la Bible, version Dieu reptilien d'Anton Parks, que je salue au passage. Ah, ça m'a donné soif. Donc on va revenir maintenant un peu en arrière, au moment où Enki Osiris crée notre espèce, donc il y a environ 300 000 ans. Pas mal la transition, n'est-ce pas? Et pour fêter ça, mais surtout pour relâcher la pression, que fait-il? Il embarque dans son magnifique oiseau bleu, encore une splendide réalisation de mon ami France. Et bim, direction les Pléiades à travers une porte des étoiles pour traverser le trou de verre. Et il va y faire quoi aux Pléiades, notre Enki Osiris? À votre avis, toi, tu irais aux Pléiades, hein, tu visiterais, tu ferais du shopping, tu te dorerais un peu la pilule sous les rayons de la belle étoile Maya, hein? Eh ben non. Lui, il va récupérer les Sinumune, vous vous souvenez, ces êtres humains au patrimoine génétique un peu différent d'Homo sapiens, hein, qu'il avait créé génétiquement avant que la guerre n'éclate dans sa constellation et qu'il n'échoue ensuite sur Terre. Bon, en même temps, comme une bonne partie du patrimoine génétique de ces Sinumune venait de la Terre, il était bien normal de les y ramener, même s'ils sont nés ailleurs. Et ce fut sur Mu qu'Enki Osiris les déposa. Alors oui, bon, j'ai pas trouvé mieux que ces charmants petits personnages qui sourient, parce qu'il fait sans doute très beau sur Mu. Mais ces Sinumune ne vinrent pas seuls, ils avaient des sortes de dieux protecteurs déjà dans les Pléiades, hein, et ces dieux firent le voyage avec eux jusque sur Terre. Anton Parks nous dit qu'il s'agissait de Nungal, mais aussi avec une ou deux autres races de planificateurs. D'où bien évidemment tous ces récits pris pour des légendes dans lesquels les peuples amérindiens ou polynésiens racontent que leurs ancêtres seraient arrivés des Pléiades, accompagnés par des sortes de protecteurs que les Hopis ont appelés Kashina, des dizaines et des dizaines de milliers d'années plus tard. Alors l'être planificateur que vous voyez à l'écran, avec son grand crâne allongé, dessiné à la fois par Franz et Mokta, m'est apparu lors d'une projection de conscience ou remote viewing sur l'île de Pâques en compagnie de mon ami Fred, que je salue bien évidemment aussi au passage. Par la pensée, je voulais donc me rendre sur l'île de Pâques, mais en arrivant, je sais pas pourquoi, j'ai rebondi sur une espèce de champ de force et je suis tombé sur de la terre ferme alors que je pensais tomber dans l'eau. J'ai compris que j'étais sur Mu il y a de cela des dizaines de milliers d'années en arrière, et me sont alors apparus ce temple et son gardien, ce grand être au crâne allongé vers le haut. Il n'avait pas de message pour moi, j'ai juste senti qu'il était un gardien de ce temple qui existait sur Mu, du temps de sa splendeur, et qui existerait d'ailleurs toujours dans une autre dimension, hein, d'après les ouvrages de Criéon, pour ceux qui connaissent, qui appellent ce temple le temple de la régénération. Au-delà de ce temple, je me suis dit, pendant les dizaines de milliers d'années durant lesquelles les planificateurs sont restés sur Mu, en contact avec les humains Sinumune,
il y a forcément eu des expériences qui ont été menées. Et quand je parle d'expérience, je parle de potentielle manipulation génétique, bien évidemment. Avec notamment des hybridations qui ont pu naître soit de ces expériences, soit d'accouplements entre Dieu et humain, encore une fois, comme ce qui est raconté dans la Genèse. Mais ces accouplements n'étaient pas forcément sexuels. Certains enfants auraient également été conçus de façon mystique dans la lumière. Cette histoire d'accouplement me rappelle justement une stèle que j'ai découverte grâce à une vidéo de Damian au musée de la Benta au Mexique. Une stèle qui est censée représenter un requin avec un humain. Alors là, je sais bien qu'on ne voit pas grand-chose, alors que quand on retrace les contours de la scène, on a effectivement un humain, et la créature qu'il regarde peut effectivement être un requin, pourquoi pas, mais comme Damian, j'y vois tout aussi bien un reptilien qui a l'air de vouloir faire ami-ami avec son pote amérindien. Enfin, ami-ami, façon de parler, hein, on a plutôt l'impression que soit il est en colère et qu'il va lui coller une tarte, soit que son sourire carnassier ressemblerait presque à de l'excitation et que le pote amérindien risque de prendre cher et de passer un sale quart d'heure. Et si ça se trouve, c'est une amérindienne. Alors, référence à un accouplement entre reptilien et humain ou autre chose? Pendant des dizaines de milliers d'années, nos Sinomo, Nunga, les planificateurs, vivent des jours heureux. Mais c'est sans compter la rivalité entretenue à droite de l'image avec le royaume d'Atlantis dans l'océan Atlantique, gouverné par la terrible reptilienne du nom d'Inanna Neftis, ou tout simplement Anna, dont vous retrouvez les incroyables aventures dans les livres d'Anaël Parks. Ce qui est étonnant, c'est qu'Ours Blanc évoque également cette reine très puissante et apparemment très belle, qui était appelée d'après lui la femme turquoise. La couleur turquoise étant bleu-verte, une référence à la couleur de sa peau, peut-être. Et finalement, comme ça arrive plein de fois, il y a environ 80 000 ans, Ours Blanc précise que de très haut dans les airs, les Atlantes dirigèrent leurs forces magnétiques sur nos villes, mais nous avions quand même notre bouclier de protection et que grâce à ce bouclier, une partie de la population put être sauvée des bombardements. Puis il nous dit que quelqu'un appuya sur le mauvais bouton et les deux continents sombrèrent. Atlantis s'enfonça très vite dans l'océan, parce que leur péché était plus grand, et Mu s'enfonça plus lentement. Ours Blanc poursuit en expliquant que les Kashinas aidèrent ses ancêtres pour atteindre l'Amérique du Sud de deux façons différentes, avec des astronefs, pour que les premiers arrivés puissent fonder la nouvelle colonie, et avec des bateaux. Donc là, vous voyez que j'ai dirigé les vaisseaux et bateaux avec la grosse flèche jaune vers l'Amérique du Sud, en bas à droite, suivant le témoignage d'Ours Blanc. Mais il est bien évident qu'il faut partir du principe que d'autres bateaux ou vaisseaux ont pu amener des rescapés sur d'autres parties des territoires qui bordaient le Pacifique à cette époque, mais c'est pas ces endroits qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie petite de l'Amérique du Sud. Attention, zoom, bim. Je ne vais bien évidemment pas vous refaire la mission de la dernière fois, dans laquelle je vous avais présenté tous ces sites-là sur les points jaunes. Non, je vais suivre le récit d'Ours Blanc pour voir où tout cela nous emmène. Donc suite au sauvetage des rescapés de Mu, Ours Blanc nous raconte que les premiers qui arrivèrent sur ce nouveau continent arrivèrent à Tiwanaku, ici en bas à droite au niveau de la flèche jaune. Zoom à nouveau. Tiwanaku et Pumapunku, qui se situent aujourd'hui à 18 km des rives du lac Titicaca, et dont on peut imaginer qu'il y a bien longtemps, au regard des ruines actuelles, ce site aurait pu être un port situé au bord du lac Titicaca, avant qu'une catastrophe ne détruise tout, et qu'inexorablement, millénaire après millénaire, le niveau du lac baisse, jusqu'à atteindre le niveau actuel. Simple hypothèse. Je vais maintenant prendre quelques minutes pour évoquer ce qu'a pu dire Raymond Réan, un clairvoyant français du XXe siècle que certains d'entre vous doivent connaître, et qui connut la notoriété parce qu'il fut un des rares qui accepta de se prêter à de nombreux tests scientifiques destinés à vérifier l'authenticité de ses capacités psy et à écarter toute tentative de mystification. Et donc il connut la notoriété parce qu'il confirma à de nombreuses reprises ses talents. Il avait notamment la capacité de lire la mémoire des objets. Il raconte plusieurs de ses expériences de lecture d'objets sous le contrôle de personnes tiers dans son livre
Pouvoirs étranges d'un clairvoyant, mais il en a écrit d'autres, hein. Une de ses expériences est la suivante. On lui remet une petite statuette de pierre, dont il ne sait pas qu'elle provient de Tiwanaku. Après quelques instants pris à la manipuler, voilà ce qu'il en dit. Des appareils ovales, d'autres en forme d'obus, se posent sur le sol, après y avoir fait tomber une petite quantité de pierres plates. Quelques hommes aux longues oreilles, avec une protubérance sur la partie supérieure du crâne, en descendent, puis suivent une multitude d'hommes vêtus de petites jupes vertes et portant des bracelets aux poignets ainsi qu'aux chevilles. Une ville est en cours d'édification. De lourds blocs de pierre sont déplacés par 4 hommes, sans effort, du bout des doigts, en prononçant des paroles inintelligibles. Ces hommes se sont implantés dans cette ville et dominent les natifs de la région. Pour se déplacer, ils utilisent de petites fusées qui ne nécessitent pas la présence de pierres de contact au sol, mais laissent derrière elles comme une projection de feu. Plutôt intéressant, n'est-ce pas? Les appareils ovales en forme d'obus rappellent certains vaisseaux que je vous montrais au début et qui sont également décrits comme tels par d'autres auteurs. Quant aux protubérances sur la partie supérieure du crâne, difficile de ne pas penser au crâne allongé. J'aurai l'occasion de révoquer d'autres expériences de ce monsieur Rayan. Si on en revient à Tiwanaku et au récit d'Ours Blanc, lui précise que cette ville ne fut pas construite en haut de la montagne, mais plus bas. Ah bon? Et qu'à son apogée, elle était plus grande que Los Angeles d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dit-il, on ne voit plus cette ville car elle est couverte de terre et d'eau. Il nous dit aussi que, pour subsister, les Kashina apprirent aux rescapés comment semer et récolter le même jour, sans attendre pendant des mois que les fruits mûrissent. Bien évidemment, des plantes qui poussent en un jour relèvent aujourd'hui de recettes magiques du druide Panoramix, mais quand on voit la technique agricole qu'ont développé les humains de l'altiplano bolivien pour imaginer un système agricole hyper élaboré et ingénieux leur permettant de cultiver des pommes de terre à 3800 mètres d'altitude, on pourrait imaginer qu'ils aient pu recevoir un coup de main. Comme vous le voyez sur cette photo, il s'agit concrètement de la surélévation d'1 mètre des terres cultivables grâce à la terre qui provient du creusement des canaux qui entourent ces parcelles. Ces canaux drainent l'eau et évitent les inondations lors de la saison des pluies. Et en plus, l'évaporation de l'eau permet d'élever la température du sol et ainsi d'éviter les gelées qui sont très fréquentes à cette altitude. Alors, est-ce uniquement de l'ingéniosité humaine? Pourquoi pas, hein? Ah, hypothèse, quand tu nous tiens. Maintenant, on va faire un petit zoom comme ça pour se rapprocher des ruines de Tiwanaku et Pumapunku, hein, qui ne serait donc qu'une toute petite partie de ce que ça devait être à l'époque, à la belle époque même de sa première construction. Il y a de cela des dizaines de milliers d'années d'après Ours Blanc. Ainsi, si son récit devait être avéré un jour, nous aurions affaire à la plus vieille cité de l'humanité. Ours Blanc précisant qu'elle aurait été détruite, reconstruite, détruite, et ainsi de suite de nombreuses fois, notamment en raison des guerres incessantes entre les différents clans. Ce qui fait que si on devait creuser à peine quelques mètres sous terre, on devrait trouver 2-3 bricoles archéologiques, vous pensez pas? Eh bien c'est le cas. En 2017, suite à une campagne de photographie aérienne et infrarouge financée par l'UNESCO, les chercheurs ont pu découvrir plus d'une centaine de structures sous la terre. Les traits jaunes n'étant qu'une petite partie de tout ce qui a été mis en avant par les photos des drones. Je vous avais dit en début d'émission que j'allais réévoquer certains sites que je vous ai montrés lors de la précédente émission. Eh bien c'est le cas avec Tiwanaku et Pumapunku, mais en plus synthétique, bien sûr. Donc à Tiwanaku, souvenez-vous, on trouve le temple de Kalasasaya et la pyramide Akapana en bas à droite, toujours en cours d'excavation. Et lorsque toute la terre qui la recouvre sera enlevée, elle devrait ressembler à ça. Encore merci Franz en pyramide à degrés. Quant au Kalasasaya, on y trouve 2-3 bricoles, comme des blocs gigantesques, plutôt pas mal ajustés, des statues qui tiennent des choses bizarres entre leurs mains. Oui, regardez de plus près et vous verrez par vous-même que c'est bizarre ce qu'elle tient, la statue. Et la fameuse porte du soleil, avec sa frise sur laquelle on pourrait éventuellement voir des éléphants. Ah, j'adore ce site. Quant à Pumapunku, situé à moins de 500 mètres, qu'est-ce qu'on y trouve d'assez incroyable sur cette partie ici entourée en jaune? Eh bien, comme qui dirait des éléments de construction géants, hein, prêts à s'encastrer les uns dans les autres, avec des formes géométriques somme toute super précises, certaines de ces pierres montrant des niveaux de finition assez spectaculaires, avec ce qui ressemble a priori
à des angles droits, ce qui semble difficile à obtenir avec les outils de l'époque, je rappelle, sans que ces peuples ne connaissent la roue, ni le fer, etc., etc. Mais les experts disent que c'est possible. Alors pourquoi ne pas les croire, hein, franchement. Mais en même temps, tiens, une question à 1000 roubles. Est-ce que ces pierres ont été taillées ou moulées, comme le suggère Joseph Davidovitz, qui nous dit qu'il aurait trouvé de la matière organique à l'intérieur de la pierre volcanique constitutive des blocs de Pumapunku? Bon, alors là-dessus, Ours Blanc ne dit rien hein, dans son témoignage. Il indique simplement qu'à partir de Tiwanaku, ses ancêtres partirent en exploration partout sur le continent. Est-ce qu'ils allèrent par exemple à Cusco pour bâtir les ruines de Sacsayhuaman au-dessus de Cusco? Ours Blanc ne le dit pas. Vous savez, Sacsayhuaman, ces murs énormes en zigzag, constitués de blocs gigantesques pesant parfois plusieurs dizaines voire centaines de tonnes, et d'autres qui peuvent avoir des formes improbables, donnant presque l'impression qu'elles ont été ramollies puis posées les unes sur les autres, comme des morceaux de beurre qui seraient venus s'empiler parfaitement, et donnant l'impression justement qu'on peut les couper comme du beurre. Ou alors, à l'instar des blocs de Pumapunku, dans lesquels M. Davidovitz y voit un géopolymère contenant un composé naturel, reprenant ainsi des légendes locales concernant une plante qui ramollirait la pierre. Pourquoi ne pas carrément y voir la main des Kashinas d'ours blanc, hein, ces êtres qui accompagnèrent les rescapés de Mu et qui auraient pu aussi leur donner un petit coup de main, technologiquement parlant, pour à la fois ramollir les pierres avec un enduit connu d'eux seuls, avant de les déplacer sans forcer à l'aide d'un appareil technologique hein, dont on n'a tout simplement jamais retrouvé la trace aujourd'hui. Ou alors avec la force de l'esprit, comme dans l'expérience racontée par Raymond Réan à Tiwanaku. Cela expliquerait ainsi notre incompréhension légitime face à ces murs qui défient l'entendement, et ce, toujours en 2022. Est-ce que ce que je vous raconte là est si difficile à imaginer et à concevoir? Alors, bien évidemment, le problème majeur, et pas des moindres, est qu'on n'a jamais retrouvé la trace de cette technologie. Mais à votre avis, est-ce que ces êtres venus de l'espace auraient pu avoir confiance dans une espèce qui passe son temps à se taper dessus? Question. Si on continue dans le genre science-fiction, toujours à Sacsayhuaman, et suite encore une fois à une projection de conscience avec mon ami Fred, c'est ce dernier, hein, cette fois, qui a vu la chose suivante, au niveau de cette partie ici au-dessus des 3 murs en zigzag. Alors oui, quand on évoque Sacsayhuaman, on focalise généralement sur les murs, et c'est bien légitime, mais on oublie souvent cette partie au-dessus avec ces cercles concentriques, qui est appelée Muyuk Marka. Les archéologues et historiens y voient l'emplacement d'une ancienne tour, ce qui semble assez normal hein, au vu des vestiges et des textes retrouvés. Alors que dans sa projection de conscience, pour laquelle on avait demandé en partant quelle était la vocation initiale de ce site, Fred a vu ceci. Un dispositif composé d'un système d'alimentation et d'une pyramide dont le sommet s'ouvre afin de libérer une énergie scalaire pulsée, dit-il, hein, permettant, avec 2 autres dispositifs du même type ailleurs sur Terre, donc de croiser les 3 rayons, de freiner la course d'un astéroïde afin de l'empêcher de rentrer en collision avec la Terre. Alors de plus près, ça donne ça, avec la pyramide en position fermée. Je salue encore le travail de Mokhta quand même, qui a reproduit la vision de Fred. Donc là en position fermée, et là en position ouverte. Fermée, ouverte. On dirait Jacouille qui joue avec l'interrupteur dans Les Visiteurs. Jour, nuit, jour, jour, nuit. Bref, bon. Et dessous la pyramide, dans la Terre, il y aurait eu toute cette machinerie permettant de générer cette fameuse énergie scalaire pulsée. Ne me demandez pas ce que ça signifie, j'en sais rien du tout. Ce sont les informations que Fred a captées en faisant ce voyage par l'esprit. Les concepteurs d'un tel mécanisme pouvant être les Kashinas d'ours blanc, mais Fred n'a pas eu accès à cette information. Toute cette machinerie aurait donc existé il y a de cela des dizaines de milliers d'années, avant de disparaître complètement et de devenir les ruines que l'on connaît aujourd'hui. Et oui, dommage, on n'a plus aucune trace.
Si je reprends ma carte globale, avant de vous emmener dans le dernier ovale jaune que je n'avais fait qu'esquisser lors de la dernière émission ici, je me dois, à gauche, je me dois de m'arrêter à Rakshi, que je n'avais pas présenté la dernière fois, là sur la flèche jaune, alors que le site mérite vraiment le détour. Les plus gros vestiges encore visibles sont les colonnes d'un ancien temple, a priori Inca. À noter que c'est le seul site Inca à posséder des colonnes. Ces colonnes étant faites de murs de pierre plutôt pas mal ajustés à la base, avec des murs en torchis au-dessus de ces murs. Est-ce que les murs de la base, qui sont des murs qui ont la faculté d'être antisismiques par leur minutieux ajustement et qui ne sont pas sans rappeler de nombreux autres sites au Pérou ont été construits par des humains qui auraient reçu un petit coup de main technologique venu des Pléiades? Ce n'est certes pas la thèse du film de Damian, sorti en décembre 2019, mais on pourrait se poser la question. En tout cas, moi je me la pose, vous l'aurez compris. Le film de Damian, qui s'appelle Rakshi, raconte le témoignage exceptionnel d'une jeune péruvienne concernant une rencontre extraordinaire entre sa mère et des êtres qui, comme vous le voyez sur ces images à droite, ne semblent pas appartenir à notre monde, voire même pourraient nous rappeler les Miminous ou Petits Gris, les fidèles serviteurs des reptiliens. L'hypothèse de cette histoire est que ces êtres venus du ciel seraient attirés par une mystérieuse pierre présente à proximité du temple de Rakshi pour des raisons bien précises. Pourquoi ne pas imaginer également que ces êtres aient donné un coup de main aux humains à un moment donné de l'histoire pour bâtir ces murs mégalithiques que l'on voit un peu partout au Pérou? Les gris pourraient également faire partie du bestiaire des Kashinas des Hopis, puisque oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais pour les Hopis, les Kashinas ressemblent à ça, à savoir des poupées qui sont offertes aux enfants après les cérémonies pour qu'ils se familiarisent avec ces êtres aujourd'hui invisibles. Les anthropologues les appellent esprits, mais pour les Hopis, il s'agit de vrais êtres vivants qui ont aidé leurs lointains ancêtres à s'installer sur le continent américain. Et le récit d'Ours Blanc va bien dans ce sens. Mais bien évidemment, ces poupées de bois et de chiffon ne ressemblent pas trop aux êtres que je vous montre depuis tout à l'heure. On est bien d'accord. Il est temps maintenant de passer au plat de résistance de cette histoire, à savoir dans cette région entourée en jaune, composée des lignes de Nazca et de Palpa, et des fameuses momies de Nazca, les pierres gravées d'Ica, le chandelier de Paracas et les crânes allongés dits également de Paracas. Est-ce que toutes ces étrangetés ont un lien avec les rescapés de Mu ou des aliens? On va voir ça. Donc pour le coup, encore une fois, Ours Blanc n'évoque aucun de ces lieux dans son récit. Je ne serai donc que dans la conjecture et les hypothèses. Ce qui est sûr, c'est qu'en général, rien que le fait d'évoquer les noms de ces sites, que ce soit par exemple les pierres d'Ica ou les momies de Nazca, vous pouvez être sûr que la polémique va être au tournant. Et pourquoi donc? Alors c'est ce qu'on va voir en commençant par le très très gros dossier des pierres d'Ica. Je préviens d'avance. Et pourquoi elles ne sont pas sans doute toutes issues d'une fraude. Tout commença vraiment en 1966 lorsque cet homme, Javier Cabrera, un médecin de la ville d'Ica, se vit offrir pour son anniversaire la pierre qu'il a dans la main sur la photo. Le docteur Cabrera pense à reconnaître sur la pierre gravée une espèce de poisson disparu depuis des millions d'années. Il commença alors à collecter d'autres pierres similaires jusqu'à en obtenir près de 11 000, le tout en environ 4 ans. Certaines n'étant pas plus grosses qu'une pomme de terre ou une tomate, quand d'autres pèseraient jusqu'à 200 kg. Le docteur Cabrera reconvertit alors sa propre maison en un musée consacré exclusivement aux pierres d'Ica. Le musée existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il faut savoir que le docteur Cabrera ne vendra jamais aucune pierre de sa collection, le profit n'étant apparemment pas une motivation pour lui. Ces pierres deviendront ensuite connues mondialement, notamment suite à la publication du best-seller Présence des extraterrestres d'Eric van Däniken en 1968, puis du livre L'énigme des Andes de Robert Charroux en 1974. Le docteur Cabrera publiera lui aussi un livre en 1976, El mensaje de las piedras grabadas de Ica, à savoir le message des pierres gravées d'Ica,
qui n'est toujours pas traduit en français à ma connaissance, mais il l'est en anglais. Dans ce livre, il défend notamment l'idée que les pierres auraient été réalisées par une civilisation extraterrestre il y a plusieurs dizaines de millions d'années, alors que les dinosaures existaient encore sur Terre, d'où le fait qu'on ait autant, pour lui, de pierres gravées avec des dinosaures cohabitant avec des êtres humains, et d'où la polémique également sur leur authenticité. Le peuple dont il parle aurait été originaire des Pléiades, tiens donc, et doté d'une très grande intelligence, et ils auraient participé à la naissance de l'Homo sapiens moderne. Comme c'est bizarre, il me semble déjà avoir entendu une histoire semblable. Mais une série de catastrophes conduisit les Pléiadiens à quitter la planète pour retourner sur leur monde originel. Avant de partir, le docteur Caplera nous explique qu'ils auraient sculpté les pierres d'Ica dans le but de transmettre à la postérité l'histoire de leur civilisation et de prévenir les générations futures de la survenue de nouvelles catastrophes. Pour Cabrera, le fait de graver dans la pierre un message, un procédé qui ne paraît pas ni super technologique ni super futuriste, on est d'accord, mais pour lui, ça a le mérite de vous garantir que ce message restera visible durant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Soit. Donc on a des pierres gravées montrant des humains avec des dinosaures, celles qui sont bien évidemment les plus anachroniques, mais il y en a de tout aussi surprenantes concernant des actes médicaux, comme ici avec ce qui semble être une greffe du cœur. A noter que cette pierre va avec une série de 10 autres pierres où on voit entièrement cette opération de transplantation cardiaque étape par étape. Je conseille l'émission avec Ludovic Bonin, notamment sur les artefacts impossibles sur Nuria TV pour avoir plus d'infos sur cette transplantation cardiaque et sur les pierres d'Ica. Sur cette pierre, en tout cas, le cœur est en tout cas parfaitement dessiné, avec une très grande finesse dans la gravure et dans le souci du détail. Sur les 10 autres pierres, que je n'ai pas en photo, désolé, on peut voir toute l'opération dans son intégralité, un donneur allongé sur une table, un receveur à côté de lui, et le chirurgien qui ouvre le donneur, certainement avec l'outil que j'ai entouré en rouge. Puis il sort le cœur, le met dans la cage thoracique du receveur et referme la cage thoracique. Et durant toute l'opération, on peut voir que le donneur n'a pas l'air anesthésié, car des volutes d'air qui sortent de sa bouche ont été gravés également. Qui plus est, entre le moment où le cœur est sorti et avant qu'il ne soit transplanté, on peut voir ce qui pourrait ressembler à une perfusion, avec ce que j'ai détouré en vert, là, qui permet à l'opération d'aboutir. Sur les 10 pierres qui montrent cette opération chirurgicale, il y a donc une cohérence tout à fait remarquable pour montrer toute l'opération du début à la fin. C'est juste stupéfiant en fait quand on y pense. Sur celle-ci, on voit une autre opération, mais cette fois du cerveau, semble-t-il, avec l'opéré qui est allongé sur le ventre, sur la table d'opération. On retrouve les mêmes représentations que pour la greffe du cœur, à savoir ce qui semble être un objet tranchant en rouge et une poche en vert, qui est relié à la tête de celui qui va être opéré. Mais peut-être aussi que c'est quelque chose qui sort de la tête, on ne sait pas. Vous remarquerez aussi que les personnages sont toujours de profil à l'égyptienne, si je puis dire. Alors sur cette nouvelle opération, j'ai 2 pierres à vous montrer, pour que vous puissiez jauger par vous-même des étapes dont je parlais juste avant. Donc là on a 4 personnages. À gauche, le chirurgien qui tient son outil tranchant d'usage. Un personnage à droite qui doit être là pour aider le ou la troisième au centre, puisqu'il y a tout lieu de penser qu'il s'agit d'une femme enceinte au vu de ses seins proéminents et de son gros ventre. Et le 4e personnage est donc le bébé, qui a été gravé ici et qui demande à naître, toujours logé dans le ventre de sa maman. Dans l'étape qui suit, le chirurgien ouvre le ventre de la mère avec son outil tranchant et fait sortir le bébé en lui tendant la tête avec sa main droite. Encore une opération chirurgicale donc gravée avec finesse et précision. Bravo les gars, le bébé est sain et sauf. Dans la famille, j'utilise un appareil qui ne devrait pas être gravé sur une pierre venue du fin fond des âges. Je pioche le monsieur avec sa longue vue pour observer ce qui semble être une comète, peut-être signifiant l'imminence d'une catastrophe ou d'une catastrophe qui est déjà arrivée. À un autre moment, le même monsieur, je dis le même parce qu'il se ressemble quand même en général, semble utiliser une loupe ou un objet pour regarder des pétroglyphes ou des fossiles ou autre chose. Là, ici, vous ne voyez rien, mais non, moi non plus, à vrai dire, hop, j'ai appuyé sur le bouton d'inversion des tonalités, des couleurs, et là, vous voyez comme moi, la sirène. Vous la voyez ou pas? Elle a une drôle de tête, certes, mais elle a bien une queue de poisson.
Dans d'autres situations, comme celle-ci, on pourrait penser à une forme de spiritualité avec une scène de prière ou d'incantation devant un soleil relié à une pyramide à degrés. On dirait qu'un rayon sort de la pyramide ou qu'inversement, c'est le soleil qui envoie de l'énergie dans la pyramide. On trouve également des pierres avec des créatures super étranges, avec comme cette espèce de chat avec d'étranges pattes en haut à gauche, le dragon qui est juste en dessous, un genre de chauve-souris en bas à droite, et alors en haut à droite, ben là, je sèche. Est-ce que quelqu'un aura une idée? Parce que d'instinct, j'aurais dit un petit gris, mais je suis pas du tout sûr de moi sur ce coup-là. Et puis il y a ce qui ressemble à des cartes du monde, hein. Je dois bien avouer que j'ai vraiment un petit faible pour cette série, hein. Vous connaissez mon faible pour les cartes. Et en particulier pour celle qui se trouve à droite, au pied des deux personnes. On la verra mieux ici en plus grand, et certains vont s'exclamer: il ne nous l'aurait pas déjà montré celle-là? Eh ben oui, gagné. Et pourquoi je vous la remontre encore? De 1, parce que je trouve que c'est vraiment un bel objet, et de 2, parce qu'elle semble montrer les continents de la Terre, mais à une époque complètement indéterminée, enfin peut-être pas indéterminée pour tout le monde. Je m'explique. Quand on prête à davantage attention aux contours qui sont gravés, on pourrait imaginer que la partie centrale représente le continent américain, hein, parce qu'on voit un cordon, quand on fait bien attention, qui serait comme un isthme qui relie deux grands territoires. En voyant ça, on ne peut que penser donc à ce continent américain avec l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Est-ce que c'est complètement délirant ce que je raconte ou pas, d'après vous? Mais alors, si c'est pas complètement délirant, et qu'on part du postulat qu'il s'agit bien du continent américain, qu'est-ce que c'est que cette île gigantesque à droite, donc forcément dans l'océan Atlantique, hein? Est-ce que ça pourrait ne pas être l'Atlantide? Et à gauche, dans le Pacifique, est-ce que cette autre île gigantesque ne pourrait pas être Mu? Ne trouvez-vous donc pas que toutes ces pierres, dans leur thématique, dans leur finesse d'exécution et dans leur originalité, posent des questions légitimes? Et ce sont ces questions légitimes qui ont fini par être posées, hein, évidemment, à la communauté scientifique, qui ont suscité une gigantesque controverse sur l'idée que toutes ces pierres seraient en fait un grossier canular et un piège à touristes en quête de merveilleux. Toute cette histoire de fraude tourne autour de cet homme, Basilio Uchuya, principal fournisseur des 11 000 pierres du Dr Cabrera. Il avait son petit business tranquille avec le Dr Cabrera, il faisait de mal à personne, tout se passait bien jusqu'à ce que Erik van Däniken passe par là. On le voit ici à gauche sur la photo avec le Dr Cabrera à droite. Quand le best-seller de van Däniken sort, en 68, cela attira inévitablement l'attention de plusieurs chaînes de télé, dont la BBC qui viendra faire un reportage. Toute cette effervescence médiatique projettera les pierres d'Ica sur le devant de la scène, ainsi que sur notre bon Basilio, qui verra vite débarquer la police chez lui pour lui demander d'où viennent exactement ces pierres étranges, avec des scènes absolument inexplicables pour l'archéologie et le bon sens commun. La police le met rapidement face à trois choix, en lui expliquant bien que le gouvernement péruvien réprime fermement le pillage des sites archéologiques. Donc soit il dit rien du tout, il va en tôle pour un bout de temps, soit il révèle l'endroit où il a trouvé des pierres, ce qui atténuera sa peine, mais il va quand même en tôle, soit il reconnaît qu'il les a toutes gravées lui-même, et dans ce cas, aucune charge ne pourra être reconnue contre lui. Alors que croyez-vous qu'il a choisi? Il a signé des aveux complets en expliquant qu'il avait gravé l'intégralité des 11 000 pierres en 4 ans, qu'elles sont donc toutes fausses, et qu'il a donc trompé et les touristes et le docteur Cabrera, bien sûr. Histoire d'enfoncer le clou devant des journalistes, il brandira ses pages de magazine en avouant avoir créé lui-même les pierres qu'il avait vendues au Dr Cabrera et qu'il aurait copié donc les gravures en s'inspirant de bandes dessinées, de magazines et de livres divers. Pas mal pour un paysan d'Ica à l'époque, faut avouer. L'affaire est entendue, tout le monde est satisfait, les archéologues et les historiens poussent un ouf de soulagement, les pierres d'Ica ne sont qu'un canular de plus, destiné à exploiter la crédulité des touristes, pas la peine de les analyser ou d'essayer d'en savoir davantage. Ce qu'on sait moins, c'est que 3 ans plus tard, le même Basilio, rongé par le remords d'avoir trompé notamment le bon docteur Cabrera, affirmera lors d'une émission de télé que les pierres sont parfaitement authentiques et qu'à l'époque, il avait dit le contraire pour ne pas aller en prison. Mais le mal était fait, d'autant plus qu'il apparaît
quand même clairement hein, qu'il y a eu fraude, notamment lorsqu'on voit un cheval tirer un chariot sur cette photo, alors que le cheval était absent sur le continent américain avant l'arrivée des conquistadors. On voit d'ailleurs tout de suite la qualité médiocre et grossière de la gravure, mais ce qui a vraiment fait dégoupiller les archéologues, hein, ce sont ces scènes de dinosaures associés à des humains hein, qui transforment ces pierres en totale impossibilité de leur point de vue, puis en fraude manifeste. Autant sur celle de gauche, je dirais qu'il n'y a pas trop de doute qu'un ouvrier moyen avec un peu d'entraînement pourrait arriver à ce résultat en peu de temps, hein. Autant sur celle de droite, j'ai un peu plus de doute quand même. Exactement comme ici, avec l'opération sur la pierre de gauche qui n'est clairement qu'une pâle imitation de la splendide gravure de droite. Du coup, les pierres authentiques et les malfaçons se mélangent allègrement dans le musée. Compliqué de s'y retrouver, il faut bien l'avouer. Alors il y a quand même encore 2-3 trucs qu'il me faut vous expliquer. Tout d'abord, la composition des pierres. Elles sont en andésite, une roche volcanique extrêmement dure et oxydée sur sa couche supérieure, ce qui rend néanmoins la gravure possible, hein, notamment avec une fraise de dentiste, mais compliqué lorsqu'il s'agit de faire dans la finesse et la répétition de plus petits traits. Ensuite, la datation. Comme le savent ceux qui me suivent depuis le début, il n'est pas possible de dater une pierre taillée, je ne l'avais pas dit depuis le début de l'émission, sauf dans de très rares cas exceptionnels, comme avec la thermoluminescence par exemple. Et comme Basilio Chuya et le docteur Cabrera n'ont jamais voulu révéler là où les pierres avaient été trouvées, il ne peut y avoir de fouilles archéologiques pour tenter une quelconque datation. Donc le seul moyen de dater les pierres consiste à étudier les gravures et les rainures elles-mêmes, en déterminant avec quels outils elles ont été réalisées, dans quelles circonstances, voire de dater la couche de patine qui se trouve à l'intérieur de la rainure. Plusieurs études ont été effectuées, hein, mais les résultats sont malheureusement contradictoires. Dans les années 1960, les scientifiques qui se sont penchés dessus ont émis l'hypothèse que certaines pierres pourraient vraiment être authentiques, mais sans statuer sur une datation. Puis des études des années 1990 ont affirmé le contraire. Le souci est toujours de savoir hein, quelles pierres ont été utilisées pour ces études sur les 11 000 que compterait la collection. Ensuite, quel est l'intérêt pour un paysan de graver des pierres représentant des scènes d'humains avec des dinosaures qu'il ne pourra jamais vendre à un archéologue ou à un musée? Car il a essayé d'en vendre à des officiels, mais personne n'en voulait, sauf le docteur Cabrera. Et il faut savoir qu'il les lui vendait pour une bouchée de pain, environ 30 centimes d'euros la pierre, ce qui est dérisoire lorsqu'on voit certaines pierres, comme les opérations chirurgicales, sur lesquelles il a fallu passer quelques centaines d'heures pour parvenir à ce travail de finition. Ça voudrait dire qu'il aurait gravé 11 000 pierres en quelques années, mais il était peut-être pas tout seul, hein, après tout, qu'il a trouvé un lieu pour les stocker, et tout ça pour les revendre quelques centimes d'euros. Ça tient franchement pas la route. Et alors, comme l'a dit Guillaume dans l'émission avec le Dick Bonin dont je parlais tout à l'heure, le business plan de cette entreprise de fraude a été très très mal calculé. Et en plus, il faut qu'il se documente pour rendre crédible sa fraude. Il faut qu'il rende le tout homogène dans les séries thématiques qu'il propose. Enfin, rendez-vous compte, graver une opération de transplantation d'un cœur en 10 étapes, en reproduisant fidèlement l'anatomie du cœur, je sais pas pour vous, mais je me dis que ça doit prendre un temps fou, hein, et que même à l'époque, à Ica, au fin fond du Pérou, dans les années 1960, même les médecins n'ont pas forcément accès à une documentation précise sur des opérations de transplantation cardiaque. Et tout ça pour qu'en plus, au final, ils les vendent 3 fois rien, en prenant le risque, un jour, de se faire prendre par la police. Vous reconnaîtrez quand même que cette histoire de fraude massive ne tient pas la route, et que Basilio a certainement avoué les avoir gravés lui-même pour sauver sa peau et ne pas aller en prison, mais qui blâmerait. Comme je vous l'ai montré, il y a clairement des pierres qui sont des attrapes touristes, voilà, mais ce n'est certainement pas le cas pour l'ensemble des pierres, j'en suis convaincu. Mais alors si certaines pierres sont authentiques, comme l'a clamé le docteur Cabrera jusqu'à sa mort en 2002, qui les aurait tracées et pourquoi? Les fameux Pléiadiens, des rescapés de Mu. C'est à ce moment que je sors à nouveau ma carte Raymond Réan, qui a 2-3 trucs à dire au sujet de ces pierres d'Ica. Raymond, une histoire, Raymond, une histoire. Oui, j'arrive. Alors, l'expérience est la même que pour Tiwanaku, hein. Quelqu'un lui a remis une petite pierre gravée d'Ica, sans qu'il ne sache quoi que ce soit sur cette pierre, et il s'exprime sous le contrôle d'un tiers. Il commence par dire que la mémoire de cette pierre fait apparaître un gigantesque raz-de-marée. Il parle même de déluge. Le phénomène est tellement impressionnant que les eaux vont jusqu'au pied des hautes montagnes.
Puis ça se calme et il voit une dizaine d'hommes ainsi que 3 femmes qui arrivent très péniblement. 3 de ces hommes vêtus de combinaisons collantes tiennent en main un genre de pistolet. Les autres portent des vêtements de ville, curieusement semblables aux nôtres. Ce qu'il y a de surprenant, dit-il, c'est de voir les 3 femmes habillées avec de longues et somptueuses robes dans un tel décor. Puis un violent orage éclate, les hommes et les femmes grimpent le long d'une pente rocheuse pour s'abriter dans une caverne. Ils entendent un grondement et voient apparaître un énorme chat à pattes de saurien, comme la bête étrange sur la photo. C'est d'ailleurs cette pierre qu'il tient dans la main pour l'expérience. Puis il voit un des hommes armés qui tire sur l'animal et le fait disparaître. L'orage passe, les personnages sortent de la caverne et arrivent sur un plateau, sur lequel se trouve, à sa grande surprise, dit-il, un énorme cylindre à demi enfoui sous des pierres. Il le décrit comme le corps d'une énorme fusée, confortablement aménagée, dans lequel les 13 individus s'introduisent pour se reposer. Puis un des hommes se met à gémir en se tenant le ventre à 2 mains. L'un des individus, qui semble être un médecin, lui ordonne de se dévêtir, l'examine minutieusement, puis lui fait une injection hypodermique qui l'endort. Ensuite, le médecin sort un petit instrument tranchant d'une trousse en peau. Il incise le patient en lui faisant une ouverture de quelques centimètres à la base du ventre, côté droit. Le patient perd du sang en abondance et une transfusion directe est effectuée grâce au concours de l'une des femmes qui offre généreusement son sang. Le temps passe, les individus finissent par abandonner leur cylindre pour se fixer sur l'un des hauts plateaux du Pérou, d'où l'on aperçoit au loin en s'élevant, dit Raymond Réan, les tracés encore visibles des pistes de Nazca. Tiens donc. La vie devient très triste et monotone, les hommes et les femmes passent leur loisir à graver des souvenirs sur des multitudes de pierres arrondies. Des enfants issus de ces individus continuèrent à graver des souvenirs sur des pierres de forme arrondie. Des tempêtes successives finirent par disperser et ensevelir une bonne partie de cette collection. D'autres souvenirs furent gravés par les descendants, mais en plus petite quantité. Eh ben, est-ce que toute cette histoire ne trouve pas quelques échos dans les gravures que je vous ai montrées ? Par exemple, l'opération chirurgicale, ou le chat à pattes de saurien. Et puis alors, le fait qu'ils passent leur loisir à graver des souvenirs sur des pierres arrondies, sans compter l'énorme cylindre en guise de vaisseau. Est-ce que les humains dont ils parlent, si tant est que ce soit des humains, pourraient être des rescapés de Mu lors de la catastrophe dont parle Ours Blanc il y a 80 000 ans ? Est-ce que ça pourrait être des hybrides à crâne allongé qui avaient la capacité de piloter un vaisseau et qui ont eu un accident ? Nous ne le saurons sans doute jamais, mais j'avoue que cette description me convainc davantage que l'histoire racontée par le docteur Cabrera. D'autant plus qu'on retrouve sur certaines pierres les lignes de Nazca, comme suggéré par la vision de Raymond Réan. Mais quelle transition magnifique pour nous diriger vers Nazca et Palpa, en bas à droite, justement à quelques encablures d'Ica, toujours en plein désert du sud-ouest du Pérou. Attention aux zones d'usage. Et on va d'abord se situer géographiquement. Le plateau de Nazca est aujourd'hui un désert parmi les plus arides du monde. C'est sec. C'est sec. Et ça donne soif. Toute cette désertude. Fréquence moyenne des précipitations, une fois tous les 2 ans, pendant environ 30 minutes. C'est dire si c'est sec. Et c'est donc sur ce plateau désertique et aride qu'une civilisation a eu la bonne idée de tracer des milliers de lignes, ici en bleu sur l'image. Alors ce n'est pas moi qui ai tracé toutes ces lignes, c'est Igor Alexif sur son site Arcana Factor, que j'ai découvert grâce à Joseph Castelet lors d'une émission sur Miasme TV animée par Antoine, que je salue également au passage. Comme ça, vous savez tout. Le mec quand même, pour tracer toutes ces lignes sur Google Earth, franchement chapeau. Moi, je vous ai juste mis les points jaunes des principales figures qu'on connaît, comme le cachalot ou une baleine, enfin voilà, à vous de voir, un bébé condor ou un dinosaure, là également, à vous de voir. Alors là par contre, selon que vous soyez archéologue ou que vous soyez chercheur alternatif, et si c'était un dinosaure, est-ce que ça ne poserait pas des questions par rapport à la proximité des pierres d'Ica ? Et que dire de l'astronaute ? Tout dépend si vous voyez un astronaute ou autre chose. Ces géoglyphes sont souvent de grande taille, comme le cachalot qui mesure 62 mètres de long et qui n'est donc visible que depuis le ciel. On va se rapprocher encore sur le petit paquet de points jaunes au milieu de la carte, là, ici.
comme ça. Hop, chaque point jaune représente un géoglyphe emblématique. Au passage, le terme géoglyphe, ça signifie un grand dessin ou un grand motif à même le sol. Donc parmi ces géoglyphes les plus emblématiques, on trouve le colibri qui mesure près de 110 mètres de long. Franchement, c'est impressionnant, hein. Je me lasse pas moi de regarder ces magnifiques dessins. C'est quand même quelque chose, je trouve, sa ligne de Nazca. On a après le singe avec sa queue en spirale, une main droite avec 4 doigts, une main gauche avec 5 doigts et des pattes avec 3 doigts chacun, comprenne qui pourra, qui mesure 90 mètres de long. Le chien ou le jaguar avec un nombre de doigts différent lui aussi au niveau des pattes. L'araignée dont on voit avec cette photo que tous ces géoglyphes ne peuvent être correctement vus que du ciel, parce qu'il est possible aussi de les voir depuis les collines et montagnes environnantes, bien évidemment, mais jamais aussi distinctement que si on est dans le ciel. Une fleur, ou encore des mains là au-dessus, ou un arbre juste en dessous des mains. Ces deux géoglyphes peuvent être vus depuis la tour sur la gauche de la photo, qui a été construite au bord de la Panaméricaine, qui traverse le site et qui coupe même en deux le géoglyphe le plus en bas de la photo, à savoir le lézard. Les pointillés en blanc vous montrent les parties du géoglyphe qui ont disparu à jamais. Incroyable. Bon, en même temps, c'est au niveau de sa queue du lézard. Il paraît que ça repousse, non? Enfin bon, là je pense pas quand même. Pour info, voir ces quelques géoglyphes depuis la tour d'observation revient à moins cher que de les survoler en avion. Mais moi, en 2016, lors de mon voyage au Pérou, j'ai eu envie de me payer le vol pour les voir du ciel. J'accomplissais un très vieux rêve, en fait. Mais ça a été autant kiffant que vomissant, ce qui a un petit peu gâché le plaisir. Parce que oui, ils ont beau prévenir qu'il ne faut pas prendre de petit-déj avant de prendre l'avion, parce que ça se passe le matin. Les virements de bord incessants à droite, à gauche, pendant 20 minutes ont eu raison de mon estomac. Ce qui m'a rassuré, c'est que les 5 autres passagers ont vomi aussi. C'était sympa, mais ça valait le coup quand même. En bas à droite, sur une des seules photos que j'ai pu prendre avec mon misérable téléphone de l'époque, on voit la tour d'observation et la route qui coupe le lézard en deux. Donc si on fait un petit récap de tous ces géoglyphes, on a vu le colibri, le singe, le chien, l'araignée, la fleur, l'arbre, les mains et le lézard. Sur les points jaunes, il nous manque l'algue, le condor, une figure géométrique improbable, la spirale, l'oiseau, des pélicans, et etc. etc., etc. Vous pouvez vous amuser sur Google Earth pendant des semaines. À savoir quand même que les noms qui sont donnés à ces figures ne sont que des interprétations, comme par exemple ce que je vous montrais sur le géoglyphe du chien, où moi je vois un chien, mais d'autres vont voir un renard ou les Péruviens vont voir un puma. Pour certains géoglyphes d'oiseaux, c'est pas toujours très clair non plus. Donc voilà pour les géoglyphes de Nazca les plus emblématiques, mais il nous manque aussi bien évidemment les lignes proprement dites, qui zèbrent toute cette partie du plateau et qui ont été reportées là en bleu, comme je le rappelais, par Igor Alexiev. Alors qu'est-ce que c'est que ces lignes? Qu'est-ce qu'elles font là? Pourquoi est-ce qu'on arrive encore à les voir aussi bien aujourd'hui? Quelle est leur fonction véritable? Toujours tant et tant de questions, cela n'en finira donc jamais. Alors tout d'abord, on va répondre à la question du comment elles ont été faites et pourquoi on les voit encore aussi bien. Alors le sol du plateau de Nazca est couvert de cailloux qui ont une couleur rouille en raison de l'oxyde de fer. En les ôtant, ceux qui ont tracé ces lignes ont alors fait apparaître un sol gypseux de couleur gris clair qui contraste donc nettement avec le reste du sol. C'est simple, mais sacrément efficace. Alors, à la question de savoir comment ces tracés ont-ils tenu aussi longtemps, comme je vous le disais, on est dans une région désertique parmi les plus sèches du monde. De plus, le sol sans végétation réchauffe fortement l'air, ce qui crée un coussin d'air qui, à son tour, protège les géoglyphes du vent. Et enfin, le gypse contenu dans le sol, associé à la faible humidité matinale, colle le sable et la poussière. Donc sans sable ni poussière pour recouvrir la plaine, et avec peu de pluie ou de vent pour les éroder, les tracés restent intacts et donc peuvent avoir été faits il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'années. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ils sont pris, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'ôter des cailloux en ligne droite, n'est-ce pas? Il faut un peu plus d'ingéniosité pour tracer ces courbes, voire même résoudre des problèmes mathématiques d'une
assez grande complexité. Je m'explique. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les dessins sont réalisés avec une seule ligne ininterrompue qui a son début et sa fin, ce qui en soi est déjà une sacrée performance. Par exemple, avec l'exemple de l'araignée à l'écran, vous entrez ici par la flèche jaune et vous suivez la ligne blanche. Et si vous suivez la ligne blanche, vous allez ressortir à côté de là où vous êtes entré. Plutôt pas mal, hein, quand même, il faut l'avouer. L'araignée mesurant 47 mètres de long. Donc, premier point, une ligne ininterrompue. De plus, Maria Rasch, une archéologue et mathématicienne allemande qui a consacré près de 50 ans à l'étude des lignes de Nazca, a écrit dans son livre Mystère sur le désert. La longueur et la direction de chaque section ont été minutieusement mesurées et fixées. L'approximation ne suffirait pas à faire des contours aussi impeccables que nous pouvons maintenant voir à l'aide de la couverture photographique aérienne, car la déviation de quelques centimètres seulement déformerait les proportions. Là, on se dit qu'ils n'avaient pas vraiment le droit à l'erreur. Donc, deuxième point, pas le droit de dévier de quelques centimètres chaque section des dessins. Je poursuis. En travaillant sur la reproduction des géoglyphes par ordinateur et en les retraçant sur un logiciel de dessin, comme moi je l'ai fait là avec Illustrator, il est apparu à Igor Alexeev que l'intégralité du dessin de l'araignée n'avait pu être tracée qu'en utilisant ce qu'on appelle des courbes de Bézier, qui sont symbolisées là sur le dessin sous Illustrator par les petits traits bleus qui dépassent du trait en jaune. Donc là, il faut que je prenne quelques instants pour expliquer ce qu'est une courbe de Bézier. Au passage, je remercie à nouveau Joseph Castelet, alias Jocast, qui, dans son émission sur Miasme TV dont je parle tout à l'heure, m'a fait découvrir ce truc. Donc les courbes de Bézier, c'est quoi? Elles ont été développées par un ingénieur français, Monsieur Bézier, en 1962, pour la conception des carrosseries des voitures. Le terme technique serait courbe polynomiale paramétrique. Bah écoute, si tu te dis, hein, l'idée est de jouer sur les courbes que vous voulez donner grâce à un logiciel dédié, par exemple Photoshop, Illustrator, même Paint. Évidemment, sans démonstration en live, hein, il faut que ce soit simple. Donc si on prend l'exemple de police de caractère et en partant de la lettre E en bas à gauche, si on faisait un zoom de ce E avec un ordinateur des années 80, on obtenait un E hyper pixelisé. Alors qu'avec le zoom d'un ordinateur moderne, on obtiendra un E identique au E minuscule, et donc plus agréable au regard. Vous l'aurez compris, ce résultat est obtenu grâce aux courbes de Bézier. Aujourd'hui, les courbes de Bézier ont de larges applications. Architecture, machine assistée par ordinateur, logiciel de DAO, etc. Mais bien évidemment utilisables uniquement avec un ordinateur. Qui plus est, un ordinateur moderne, avec de bonnes puissances de calcul. Igor Alexeev a par exemple fait la démonstration que l'intégralité du dessin de l'araignée n'avait pu être réalisée qu'avec ces courbes de Bézier, et le tout sur une seule ligne ininterrompue. Comment le peuple qui a tracé ça s'y est-il pris? Car non, ce n'est pas avec une corde et un bâton que l'on trace des courbes de Bézier, désolé. Étonnamment, les archéologues se penchent peu sur les dessins comme ceux de l'araignée. Ils préfèrent étudier les dessins dont ils savent qu'ils peuvent être tracés avec un bâton et une corde, comme les spirales, par exemple. Et de dire que, comme ça marche pour une spirale, pourquoi ça ne marcherait pas pour l'araignée? Et hop, le mystère est résolu. Alors attention, je ne dénigre pas du tout le fait que tracer une spirale n'est pas complexe. Mais rien à voir avec le fait de tracer parfaitement des courbes de Bézier, comme je viens de vous le montrer. Donc je récapitule mes 3 points par rapport à la complexité de réalisation de ces incroyables géoglyphes. 1. Une seule ligne ininterrompue pour chacun des dessins. 2. La moindre erreur de quelques centimètres fausserait toutes les proportions. Et 3. L'utilisation de courbes de Bézier. Est-ce que le peuple de Nazca aurait été capable de tracer ces courbes il y a 2000 ans, qui, je le rappelle, ne peuvent être tracées que grâce à un ordinateur moderne avec une corde et un bâton? Faut voir, hein, que ce soit eux ou d'autres. Intéressons-nous maintenant à la fonction de ces lignes, en commençant par les hypothèses de Maria Rasch, dont j'ai déjà parlé. D'après elle, la disposition des lignes formerait un calendrier astronomique, permettant de mettre en évidence certains phénomènes comme les solstices. Par exemple, elle a vu la constellation d'Orion dans la figure de l'araignée et la grande ours dans celle du singe. Bon, ces théories n'ont jamais été validées.
D'autres chercheurs émettent l'hypothèse d'un possible culte lié à l'eau ou à la fertilité, voire que certains géoglyphes pourraient symboliser le métier des tisserands. Alors si on repart de cette carte globale, on va d'abord situer le principal centre spirituel qu'on a retrouvé du peuple Nazca, à savoir ici sur le point rouge à Kawachi, où les archéologues ont découvert tout un centre cérémoniel avec 2 pyramides et plusieurs temples en plein désert. Les archéologues penchent même sur un lieu de pèlerinage. Il y a des lignes autour de ce site, comme on peut le voir en bleu sur la carte. L'autre site important dans l'hypothèse qui voudrait que la ligne de Nazca ait un lien avec des rituels liés à l'eau se trouve en bas à droite avec les 3 points rouges qui localisent de magnifiques aqueducs, qui sont d'ailleurs pour la plupart toujours en bon état de fonctionnement. Des recherches ont permis de démontrer que des canaux souterrains relient tous ces trous entre eux, et donc de comprendre qu'il y a dans les environs de Nazca tout un système d'aqueducs aussi ancien que super sophistiqué. L'eau souterraine était transportée par des canaux vers les endroits où le peuple Nazca vivait et cultivait les champs, et elle était propulsée en partie par les fameux puits que vous voyez en spirale. Cette disposition n'est pas là par hasard, puisque la forme de la spirale permet de faire passer le vent dans les canaux afin de faire avancer l'eau. Pas mal ingénieux quand même. Donc si je récapitule, on a un centre cérémoniel, des aqueducs et des géoglyphes. Si vous avez une hypothèse à émettre sur la fonction de ces géoglyphes avec ces 3 éléments, vous diriez quoi? Eh bien que les géoglyphes avaient à la fois une dimension cérémoniale et un lien avec l'eau. Et que les Nazca, pour invoquer la pluie, marchaient le long des lignes en invoquant les dieux à l'aide de jarres en terre cuite censées contenir de l'eau, la jarre étant ensuite jetée par terre en guise d'offrande, puisqu'on a retrouvé des morceaux de poterie là où on voit les lignes de Nazca. À noter donc en plus que de nombreux animaux dessinés au sol, tels que le singe, le colibri ou l'araignée, viennent de la forêt amazonienne qui se trouve à environ 300 km de là, et que comme il pleut beaucoup dans cette forêt amazonienne, ces animaux pourraient symboliser, là encore, la pluie. Ah oui, j'ai failli oublier l'hypothèse selon laquelle certains géoglyphes symboliseraient certains métiers à tisser, comme celui-ci. Bon, et maintenant, si on passait aux théories rock'n'roll, vous savez, quelque chose de l'ordre de la théorie des anciens astronautes avec pistes d'atterrissage, par exemple, mais pas des pistes d'atterrissage pour nos avions modernes. Non, non, non. Des pistes d'atterrissage ou de décollage pour vaisseaux spatiaux, tant qu'à faire, mais pas vraiment des pistes d'atterrissage, plutôt des points de repère tracés au sol pour permettre à des vaisseaux de ne pas rater la porte des étoiles qui se trouverait au bout de la ligne. Et ça, c'est l'hypothèse d'Anton Parks, qui précise que les lignes droites tracées au sol servent de points de repère directionnels en quelque sorte, les vaisseaux dont on parle étant bien évidemment dans les airs. Ces lignes et géoglyphes ne seraient donc ni plus ni moins que des repères pour ne pas rater les portes des étoiles qui seraient disséminées sur le plateau et qui seraient toutes petites, les géoglyphes pouvant servir, et ça c'est mon hypothèse, à identifier des escadrilles de vaisseaux distinctes les unes des autres, un peu comme le font les armées modernes, qui s'identifient avec des écussons représentant des animaux, comme la chouette pour la 10e flotte des États-Unis, le serpent pour l'armée thaïlandaise, ou la licorne pour les parachutistes français. Pourquoi ne pas imaginer que nos pilotes aliens avec les géoglyphes de Nazca sur leur combinaison de vol et sur leurs appareils en guise identifiant, pourquoi pas? Encore une fois, est-ce que cette hypothèse est complètement délirante? Rien n'empêche que ça se soit passé comme ça il y a peut-être des dizaines de milliers d'années et que les Nazca aient ensuite juste réutilisé certains tracés et géoglyphes réalisés par les dieux longtemps avant eux et en aient tracé de nouveau avec leurs outils plus rudimentaires des milliers d'années après. Vous en voulez encore? Encore, réclame la foule en délire. Bon, allez, ok. Car il se trouve qu'on peut trouver plein d'autres géoglyphes sur ce plateau de Nazca.
Alors, des géoglyphes identifiés récemment, hein, comme ceux que vous voyez là, qui sont plus situés vers la région de Palpa, avec ces formes carrément étranges et dont le sens nous échappe encore, hein. Et il y en a d'autres, un peu moins connus, voire carrément inconnus. Je ne sais pas si ce sera une première ce soir, mais je pense que si. Parce que pour l'œil infaillible de Manu Alterac, que je salue chaleureusement au passage, depuis le temps que je souhaitais mettre en avant la qualité de son travail, hein, Manu a cette capacité de distinguer ce que les autres ne voient pas d'emblée. Et bah comment ça, vous voyez rien sur cette image? Vraiment, vraiment rien, hein? Alors ça se passe au milieu, là, ça commence à aller mieux. Mais qui sait qui a l'air de se cacher dans ces montagnes, hein? Ce serait-il pas un personnage avec une sacrée grosse tête, d'une hauteur de totale de 89 mètres, et qui tiendrait un chat ou une autre créature dans ses bras? Et maintenant, vous le distinguez, le géoglyphe en question? Remarquez quand même l'ingéniosité de ceux qui ont tracé ce dessin, puisqu'il s'agit bien d'un tracé, hein, ce n'est pas un fake, hein, puisqu'ils ont joué avec le relief naturel de la pente pour créer la sensation que le personnage se penche doucement en avant. C'est ça qui est très fort, hein, sur 90 mètres de haut. On poursuit. Et celui-là, est-ce que vous le voyez aussi? Hein? Non? Là, c'est peut-être mieux avec l'image retouchée, hein. Et là, c'est encore mieux, hein. Il n'y a pas comme un petit air avec nos petits gris. Vous trouvez pas? Voire un gros air même, hein. Pour info, donc le tout grand mesure près de 34 mètres de long et il a l'air accompagné de petits amis, hein, dont un qui tout rigoulard, qui a un chapeau là au milieu, là. Et en parlant de petits gris, ce géoglyphe me fait forcément penser aux momies de Nazca révélées par Thierry Jamin, pas très loin des lignes de Nazca, hein. On ne sait pas où c'est exactement, où elles ont été retrouvées, mais c'est dans le coin. Une des momies ressemblant d'ailleurs étrangement, et encore une fois, à un petit gris, voire en est carrément un quand on voit le dessin qu'a pu en faire Manu. Et la suite, c'est pour la prochaine fois. Ben oui, hein, parce que là, je pense qu'il y en a déjà assez pour votre cerveau avide de connaissances et de compréhension autour de ces mystères, bande de chercheurs alternatifs. Mais néanmoins, pour vous mettre en appétit sur la seconde partie, hein, il y aura encore bien évidemment les magnifiques dessins de Mookta. On attaquera bien en tête avec les momies de Nazca et leur hybridation potentielle ou leur lien avec les crânes allongés de Paracas. On continuera notre périple vers le nord du continent américain, un peu comme si on suivait le chemin emprunté il y a des dizaines de milliers d'années par les ancêtres d'ours blancs. Ce qui nous emmènera en Équateur, dans les montagnes de la Mana, où on a retrouvé cette pierre qui serait une carte du monde, mais également de drôles d'artefacts comme cette pyramide qui brille sous la lumière ultraviolet. Toujours en Équateur, on jettera évidemment un œil à l'incroyable collection du père Crespi, dont certains objets semblent étrangement familiers à d'autres civilisations. En remontant au nord de l'Équateur, on s'arrêtera en Colombie pour essayer de percer les secrets de ce disque en lidite appelé le disque génétique. Puis on arrivera dans le Yucatan pour faire un gros dossier sur les Mayas à Chichen Itza, mais aussi à Palenque avec la fameuse dalle de son non moins fameux roi Pacal. Petit crochet par les Olmecs dont je vous ai déjà touché 2 mots en début d'émission avec la stèle de la Benta, mais il y a d'autres trucs sympas à voir là-bas. Forcément quelques diapos sur le fabuleux site de Teotihuacan qui aurait un lien avec la constellation d'Orion. De la même manière que les Hopi et les Navarros auraient eux aussi un lien avec Orion, en plus d'avoir ce lien spécial avec les Kachina. On s'intéressera aussi aux peuples fourmis que l'on retrouve un peu partout sur Terre, gravés dans la roche ou peints comme ici en Australie. L'Australie que je n'ai pas encore abordée, mais il y aura un petit quelque chose sur l'Australie, vous pouvez en être certain. Pour rester dans les étrangetés peintes ou gravées sur des murs, la Russie a également des choses à nous montrer, comme ces drôles de peintures, mais je ne vous en dis pas plus.
puis un gros dossier sur l'Inde, hein, avec ses Vimana, l'histoire incroyable du Mahabharata, avec ses dieux à la peau bleutée, qui ne sont bien évidemment pas sans rappeler d'autres dieux dont j'ai parlé aujourd'hui. Et d'ailleurs, lorsque je vois le reptilien Enki Osiris, est-ce que je peux faire l'impasse sur les énormes griffes en granit qui gardent l'entrée du rocher de Sigiriya au Sri Lanka et dont la fonction véritable n'est pas encore forcément très claire. Et je finirai sans doute, on verra, par la légende et les pouvoirs des crânes de cristal et le mont Shasta, un grand volcan situé au nord de la Californie qui fait l'objet de nombreuses observations et spéculations depuis de nombreux siècles. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Civilisation et Peuple des Étoiles, partie 1. À la prochaine. Ciao.